Au cours des 2 dernières semaines, les États-Unis et Israël ont dévasté la nation iranienne. L'ayatollah Khomeini n'est plus. L'armée iranienne est en totale déroute. Et quoi qu'il arrive ensuite, l'avenir du Moyen-Orient a déjà été changé à jamais. Sur le plan tactique, Washington et Jérusalem ont atteint des niveaux de succès incroyables, assurant la suprématie aérienne sur une grande partie du territoire iranien. Et en frappant les cibles. Ils frappent tout, quand et avec les munitions qu'ils veulent. Après des décennies de guerre froide régionale, Israël détruit son ennemi juré, et les États-Unis sont si sûrs de leur puissance que Donald Trump a déjà proclamé la victoire. Permettez-moi de dire que les succès remportés sur le champ de bataille, à eux seuls, ne suffisent pas à gagner la guerre. Et en ce moment, il y a un énorme fossé entre la domination tactique des États-Unis et d'Israël et la victoire stratégique que les deux alliés recherchent. Après 2 semaines de bombardements, la République islamique résiste toujours et le changement de régime semble désormais lointain. Le détroit d'Ormuz est fermé et le Moyen-Orient, surtout les riches États du Golfe, restent sous la menace d'attaque. Le nouveau guide suprême de l'Iran est encore plus intransigeant que son père et refuse tout compromis. La rhétorique iranienne récente montre clairement que l'Iran n'a aucune intention de reculer. Même en regardant rapidement les gros titres, vous verrez que les États-Unis, Israël et leurs alliés gagnent la plupart des batailles chaque jour. Mais en ce qui concerne qui gagne la guerre, c'est une question bien plus difficile. Examinons le cas de la coalition. Maintenant, quand des nations partent en guerre, qu'est-ce qui définit la victoire ? La guerre n'est pas une compétition. Ce n'est pas une sorte de concours de destruction, où un camp tue plus d'ennemis ou détruit plus de cibles, et donc ce camp rentre chez lui avec un trophée et le droit de se vanter. La guerre sert à atteindre un objectif. Les nations entrent en guerre car elles désirent une chose pour laquelle elles sont prêtes à se battre, et leurs ennemis veulent l'opposer au point de riposter. Une force armée peut dominer le champ de bataille, elle peut surpasser complètement son adversaire. Mais si ses troupes rentrent chez elle et que l'effort de guerre prend fin avant que la force armée n'obtienne ce pourquoi elle était venue, alors elle n'a pas gagné. L'inverse est également vrai. Une force armée peut être mise en pièces, subir des dégâts incroyables au cours d'un conflit et perdre bien plus que son adversaire. Mais si cette force armée atteint les objectifs qu'elle s'était fixés, elle peut tout de même considérer ce résultat comme une victoire. Nous ne présentons pas cet épisode pour défendre un camp ou affirmer qu'une faction soutenue par les partisans de Trump, Netanyahou ou du régime iranien va inévitablement perdre. Qui est en train de gagner la guerre contre l'Iran ? Actuellement, la situation reste incertaine et la guerre continue, chaque camp pouvant encore atteindre ses objectifs. Pour l'instant, le mieux est de présenter les arguments de chaque camp pour montrer leurs avantages et d'expliquer pourquoi il faut hésiter à les accepter tels quels. Nous commencerons par la coalition américano-israélienne, où l'argument principal selon lequel Washington et Jérusalem gagnent a déjà été présenté. Les Américains et les Israéliens ont remporté d'incroyables succès tactiques durant leur campagne aérienne. Selon eux, ils ont éliminé des dizaines de dirigeants et des milliers de soldats et paramilitaires iraniens. Ils ont coulé la majeure partie de la marine iranienne, détruit la plupart de sa puissance aérienne et endommagé ou détruit une grande partie de son infrastructure militaire. Les défenses aériennes américaines et israéliennes ont obtenu des taux de réussite élevés dans la défense de l'espace aérien environnant. Et le contrôle du ciel est désormais si total que les bombardiers lourds américains non furtifs peuvent survoler l'Iran en toute impunité. Les États-Unis ont subi moins de 10 pertes de leur côté au moment où j'écris ces lignes, ainsi que 2 soldats et 16 civils reconnus tués du côté israélien. Et bien que les 2 nations aient subi des dommages à leurs équipements militaires, elles ont infligé beaucoup plus de dégâts à l'Iran que ce que l'Amérique et Israël réunis ont eu à encaisser. L'Iran ne peut pas vraiment défier la puissance aérienne de la coalition, ni entraîner celle-ci dans des batailles terrestres coûteuses. Même si les États-Unis et Israël n'ont pas atteint tous leurs objectifs, ils ne sont clairement pas en train de perdre, peu importe le nom donné à cette situation. Observez les objectifs fondamentaux que semblent poursuivre Israël et les États-Unis. La destruction du régime iranien, l'élimination de toute menace iranienne contre Israël ou le Moyen-Orient, la fin du programme nucléaire iranien, etc. Nous devons admettre une incertitude sur les objectifs de guerre de la coalition, surtout pour les États-Unis, mais les grandes lignes sont claires. Aucun ayatollah iranien ne menacera plus Israël, les États-Unis ou leurs alliés, compte tenu de tous les dégâts causés. Les États-Unis et Israël ne sont pas vraiment plus proches d'atteindre ces objectifs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 2 semaines. Et peut-être pire encore, il n'est pas clair comment ils vont y parvenir. Sur la question du changement de régime, selon l'interlocuteur et le jour, les dirigeants de la coalition l'affichent ou non comme objectif central. Mais au minimum, ils aimeraient en s'assurer que l'Iran soit dirigé par des personnes qui ne représenteront pas une menace à l'avenir.
Même après la mort de l'ancien guide suprême de l'Iran, de son entourage et de nombreux alliés, les nouveaux dirigeants ne modèrent pas leur position. En fait, le nouveau guide suprême iranien, Mujtaba Khomeini, est plus radical que son père ne l'a jamais été. Selon des sources iraniennes et israéliennes, il a été placé directement au pouvoir par le très puissant corps des gardiens de la Révolution. Il est le dirigeant choisi d'une faction iranienne parmi les plus idéologiquement opposées aux États-Unis et à Israël dans tout le pays. La coalition dispose d'outils pour provoquer un changement de régime par d'autres moyens, mais ceux-ci semblent perdre en efficacité. Les États-Unis pourraient tuer Mujtaba Khomeini, puis son remplaçant, puis le remplaçant de son remplaçant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver un dirigeant plus disposé à coopérer, comme Delcy Rodríguez l'a été au Venezuela. Mais de l'aveu même de Donald Trump, la majorité des personnes que les États-Unis auraient pu choisir pour ce poste ont été tuées lors des premières frappes aériennes. Au début de la guerre, beaucoup pensaient donc que les Iraniens pourraient pas se soulever. Israël a notamment bombardé des sites de police et de sécurité intérieure, distribué des armes et des drones, préparant un soulèvement qui n'a pas encore eu lieu. En partie parce que la destruction n'a pas été assez étendue pour que les Iraniens s'opposent à leurs dirigeants, et aussi parce que Benjamin Netanyahou a appelé à un soulèvement populaire avant que les conditions ne s'y prêtent. Lorsque des informations filtrent d'Iran, il apparaît que les gens ordinaires perdent confiance dans le leadership des États-Unis et d'Israël et leur capacité à atteindre des objectifs clés. Même si la coalition pourrait encore soutenir une invasion terrestre kurde, l'effet de surprise de cette offensive est désormais perdu. Selon Reuters, le renseignement américain a conclu il y a seulement quelques jours qu'après près de 2 semaines de bombardement à ce moment-là, le régime iranien n'est pas menacé d'effondrement. En même temps, la coalition n'a pu stopper certaines des principales attaques iraniennes. Les frappes de missiles et surtout de drones sur des infrastructures économiques au Moyen-Orient ont permis à l'Iran de causer d'importants dégâts et des arrêts dans des raffineries et installations de gaz naturel régionales. Dans des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, la majorité des navires refusant désormais de le traverser. Cela a entraîné une forte hausse des prix mondiaux de l'énergie. En moins de 2 semaines, l'Iran a poussé le monde à libérer 400 millions de barils de réserve, la plus grande intervention sur le marché, pour éviter une panique économique totale. La coalition n'a pas réussi à éliminer les stocks bien cachés de drones longue portée qui ont rendu possible la destruction par l'Iran. L'Iran peut donc toujours menacer la région, paralyser le commerce mondial et étrangler les marchés de l'énergie. Indépendamment du fait que l'Iran a subi le plus de dégâts, les États-Unis et Israël peuvent encore intensifier le conflit d'autres manières. Ils pourraient emmener des opérations terrestres ciblées comme des assassinats ou la prise de l'île de Karg, essentielle à l'économie iranienne, ou en augmentant la présence de troupes à la frontière pour menacer d'une invasion plus large. Ils pourraient viser des infrastructures essentielles au régime, comme l'a fait la coalition le 11 mars, en ciblant un centre de données soutenant la banque utilisée par les forces iraniennes pour leurs salaires. Mais rien ne garantit qu'un effondrement du régime suivra, et certainement pas que cela arrivera rapidement. Si l'administration Trump bénéficiait d'un soutien national ou international pour cette opération, celui-ci est déjà en train de s'effriter. Les derniers sondages d'opinion publique sur le conflit, au moment où j'écris ces lignes, montrent qu'une majorité d'Américains désapprouvent carrément la guerre. À l'international, comme l'a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'un appel vidéo avec les membres du G7 cette semaine, je cite « Personne ne peut dire ce que le président américain Donald J. Trump veut de cette guerre en cours avec l'Iran. » Fin de citation. Des sources israéliennes affirment que Jérusalem se prépare à un possible retrait soudain des États-Unis de la guerre, sans avoir atteint d'autres objectifs. Et dans ce cas, Israël devrait probablement réduire ses opérations également. Alors c'est là que nous posons la question. Si les États-Unis se retirent prochainement et que la situation générale ressemble à ce qu'elle est actuellement, est-ce une victoire ? Avant d'aborder le point de vue iranien sur ce dilemme, prenons un instant pour vous indiquer l'adresse incontournable. Pour plus d'informations sur le conflit au Moyen-Orient, ainsi que sur de nombreux autres conflits et points chauds géopolitiques qui façonnent pour notre monde. Warfront est notre site d'actualité, un service premium réservé aux abonnés et la plateforme de référence pour toutes nos analyses approfondies. Notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour produire chaque semaine des vidéos et articles exclusifs. En plus des 8 épisodes gratuits que nous publions chaque semaine sur Warfront et notre chaîne sœur Homefront, tant que la guerre en Iran se poursuit. Frontesco va s'engager à combler les lacunes et traiter les questions de fond que nous n'avons pas le temps d'aborder, notamment dans ce type d'épisode. Encore une fois, c'est Frontesco. L'abonnement coûte $5 par mois ou 50 par an.
Vous pouvez aussi regarder gratuitement l'épisode Questions-réponses de la semaine dernière sur le site web. Et maintenant, revenons à l'Iran, le dossier concernant l'Iran. Quand on se penche sur le côté iranien de l'équation, ce qui va mal pour l'Iran sera ce qui va bien pour la coalition, et inversement. Quoi qu'il en soit, l'Iran est clairement en train de se prendre une raclée en ce moment. Ses dirigeants d'avant-guerre a été démoli, son armée a été affaiblie, et sa longue et lente catastrophe économique s'est encore aggravée. Contrairement aux États-Unis et à Israël, l'Iran vise avant tout la survie en temps de guerre. Actuellement, la République islamique survit. Bien qu'il ait commis une erreur de calcul avec ses attaques contre les États du Golfe et d'autres gouvernements régionaux, sa théorie principale sur la guerre avec l'Occident fonctionne. Les missiles, drones et mines marines iraniens ont forcé la fermeture du détroit d'Ormuz, permettant à l'Iran de prendre en otage l'économie mondiale. Si l'Iran menait cette guerre en essayant d'atteindre le critère de victoire des États-Unis ou d'Israël, alors sa performance aurait été catastrophique. Mais l'Iran ne fait pas cela. Il poursuit un autre ensemble d'objectifs, et donc ils sont jugés selon d'autres critères. L'objectif de l'Iran est la survie, non des individus ou dirigeants, mais de la République islamique, qui tient toujours pour l'instant. Mais pour l'Iran, il y a un problème crucial. La guerre n'est pas encore terminée. Parce que l'objectif de l'Iran est de préserver quelque chose plutôt que de détruire autre chose. L'Iran ne peut atteindre son objectif qu'une fois le conflit terminé. Même si la coalition a détruit une grande partie des capacités iraniennes, l'Iran n'est pas totalement vaincu, mais il perd le contrôle sur la fin du conflit. Si l'Iran ne peut pas prendre cette décision, et qu'il est déjà en guerre, alors il n'a qu'un seul choix: tenir bon. Et espérer que la coalition décide soit que le coût de la guerre est trop élevé, soit qu'elle perde tout simplement l'intérêt de se battre. L'Iran peut imposer le coût de la guerre à la coalition. C'est exactement ce qu'il essaie d'accomplir en fermant les détroits stratégiques et en menant des attaques à travers le Moyen-Orient. Mais à cause de la raclée que l'Iran a déjà reçue, sa capacité à imposer ses coups s'affaiblit de jour en jour. Nul ne sait vraiment ce qu'il reste dans l'arsenal iranien, et même les dirigeants iraniens l'ignorent probablement à ce stade de la guerre. Mais nous savons que l'Iran dispose d'un nombre limité de missiles, d'un nombre limité de drones et d'un nombre limité de lanceurs, sans parler des personnes formées à leur utilisation. Lorsque l'Iran utilise ces armes, il expose des sites de lancement et des infrastructures pouvant être localisés, ciblés et détruits. Ainsi, plus l'Iran utilise ces armes, plus il risque sa capacité de combat restante. Comme nous l'avons vu, l'Iran peut détruire des cibles au Moyen-Orient si besoin, mais sa stratégie est son plus efficace quand ses capacités militaires servent de menace plutôt que outils de destruction. Si la guerre devait se terminer demain et que l'Iran disposait encore de missiles, de drones et de mines marines, il pourrait alors commencer à proférer immédiatement des menaces crédibles contre la région. Le problème cependant, c'est que les adversaires de l'Iran le savent, et les cibles de l'Iran le savent aussi, selon des rapports des États du Golfe. Bien que les gouvernements nationaux se sentent trahis par la décision des États-Unis et d'Israël de mettre en péril la sécurité régionale, leurs souhaits sont clairs. Si vous commencez cette guerre, alors assurez-vous de finir le travail. Pour Washington, Jérusalem et en réalité pour tout le monde occidental, c'est essentiellement le même calcul. Peut-être que cette guerre aurait pu être évitée et peut-être que le verdict n'est pas encore tombé sur le fait que c'était une bonne idée ou non. Mais la pire chose que la coalition pourrait faire maintenant serait de reculer. Si cela arrive, alors le régime iranien survit, un gouvernement encore plus radical s'installe et toute la stratégie de déstabilisation régionale du pays est récompensée. Cela signifie que cette direction plus extrémiste intensifierait ses efforts lors du prochain affrontement. Bon sang, imaginez simplement les conséquences pour le désir de l'Iran de construire une arme nucléaire si des armes conventionnelles peuvent provoquer un tel chaos. Donc, même s'il y a de bons arguments pour dire que l'Iran pourrait déclarer victoire aujourd'hui si l'Amérique et Israël choisissaient de mettre fin à la guerre, l'Iran pourrait aussi s'être tiré une balle dans le pied. Et créer un ensemble de conditions où la coalition ne peut pas mettre fin à ses opérations tant que le régime iranien survit. Revenez à cet épisode, commencez par la question: qui gagne la guerre contre l'Iran? Et il n'y a pas vraiment d'argument solide pour l'un ou l'autre camp. Mais les circonstances précises de l'impasse actuelle soulèvent une question bien plus dangereuse. L'Iran se dirige-t-il vers une guerre sans fin? Même si personne, y compris les États-Unis et Israël, ne le souhaite vraiment, la coalition est déjà allée trop loin. Elle ne peut arrêter ce conflit tant que la République islamique existe. Ou bien ils valideront la géopolitique de l'Iran en laissant le pays à des dirigeants plus dangereux. Israël et les États-Unis ont involontairement établi que la République islamique ne peut pas reculer. Après tout, leur objectif principal est la survie, ce qui signifie que capituler, quelles que soient les circonstances, est la seule chose qu'ils ne peuvent tout simplement pas faire.
La coalition et l'Iran ont perdu l'accès à de nombreux outils qu'ils pensaient pouvoir utiliser pour se vaincre mutuellement. L'Iran manque de missiles, de drones, de lanceurs et a déjà épuisé la tolérance du monde arabe. Mais les États-Unis et Israël semblent avoir raté leur occasion de provoquer une révolution, de lancer une offensive kurde surprise ou d'imposer en Iran un dirigeant coopératif de leur choix. Comme Donald Trump lui-même l'a expliqué lundi, je cite « Nous avons déjà gagné de nombreuses façons, mais nous n'avons pas encore assez gagné ». Cette situation n'admet pas de solution facile, ni ne permet à la coalition ou à l'Iran de simplement se retirer et de revendiquer la victoire. Quelles que soient les réalités sur le terrain, c'est une recette pour une guerre beaucoup plus longue et bien plus insoluble. Bien plus que ce sur quoi chaque camp misait, une guerre qu'aucun des deux camps n'est prêt à gagner et où, au final, tout le monde perd. Merci d'avoir regardé.